Anora serra la main de la petite Sophie tandis qu'elle traversait le salon du château de Vaux-le-Vicomte, près de Paris. La robe de demoiselle d'honneur de l'enfant bruissait à chaque pas vers l'hôtel, où Isabelle, dans sa robe blanche à 20 000 €, s'apprêtait à épouser Marc Dubois, héritier d'un empire hôtelier de 300 millions d'euros. Mais Anora avait découvert quelque chose ce matin-là, quelque chose qui lui avait glacé le sang. Isabelle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Les documents cachés dans la suite nuptiale révélaient une escroquerie orchestrée depuis des années. Quand Anora interrompit la cérémonie en criant « Arrêtez tout », 200 invités de la haute société parisienne restèrent pétrifiés. Mais ce qui arriva ensuite, quand la véritable identité d'Isabelle fut révélée, transforma un mariage de conte de fées en un scandale qui ébranlerait toute la France. Car parfois, c'est la personne la plus humble de la pièce qui sauve tout le monde de la ruine. Le château de Vaux-le-Vicomte brillait sous le soleil de juin. Ses jardins à la française parfaitement entretenus s'étendaient à perte de vue. Anora Moreau, forte de 42 ans d'expérience comme nounou dans les familles les plus fortunées de Paris, ajustait pour la 9e fois le nœud dans les cheveux de Sophie Dubois, tandis que l'enfant de 8 ans frémissait d'excitation. Anora travaillait pour la famille Dubois depuis 5 ans, depuis que la mère de Sophie était morte dans un accident de voiture sur l'autoroute A6, laissant Marc veuf et désespéré. Durant ces années, elle était devenue bien plus qu'une simple nounou. Elle était le roc sur lequel la famille s'appuyait, la présence constante qui avait aidé père et fille à reconstruire leur vie. Marc Dubois, 35 ans, héritier d'une chaîne d'hôtels de luxe s'étendant de Paris à Nice, était un homme bon mais naïf en amour. La mort de sa femme Élise l'avait dévasté, et pendant 2 ans, il n'avait vécu que pour Sophie et le travail. Puis, 10 mois auparavant, il avait rencontré Isabelle Marchais lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier. Isabelle était apparue comme un ange, 28 ans, blonde, élégante, avec une histoire émouvante d'orpheline qui s'était faite une place dans le monde de la mode. Elle prétendait être une styliste émergente, avoir étudié à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, avoir des contacts dans la haute couture, qui pourraient être utiles pour les hôtels Dubois. Marc en était tombé éperdument amoureux. Anora avait eu des doutes dès le début. Quelque chose chez Isabelle ne collait pas. Ses récits sur son enfance changeaient dans les détails. Ses prétendues créations semblaient copiées de Vogue. Son français était parfait, mais manquait de ces petites expressions que seul un vrai Parisien connaît. Mais chaque fois qu'elle tentait d'exprimer ses inquiétudes, Marc lui disait gentiment qu'elle était simplement protectrice. Le matin du mariage, tandis que le château fourmillait de préparatifs, Anora aidait Sophie à s'habiller dans la suite royale. Isabelle était dans la chambre voisine avec ses demoiselles d'honneur, 3 filles qu'elle avait présentées comme des amies d'enfance, mais qui semblaient à peine la connaître. Ce fut quand Sophie renversa accidentellement du jus d'orange sur sa robe que tout bascula. Anora courut dans la suite d'Isabelle pour prendre des serviettes dans la salle de bain, sachant que la mariée était chez le coiffeur. Mais en entrant, elle trouva la pièce vide et en désordre. Sur le lit, le sac d'Isabelle était ouvert, et des documents en dépassaient. Anora n'était pas curieuse par nature, mais quelque chose la poussa à regarder. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Il y avait des passeports, 3 passeports différents avec la photo d'Isabelle, mais des noms différents, Isabelle Marchais, Sophia Rossi, Elena Becker. Il y avait des relevés bancaires de sociétés fantômes aux îles Caïmans, et surtout, il y avait une lettre manuscrite qui commençait par « Chère sœur, le plan fonctionne parfaitement. Après le mariage, nous aurons accès à tout ». La lettre détaillait un plan élaboré pour épouser Marc, obtenir l'accès à ses comptes, transférer progressivement des fonds aux Caïmans, puis disparaître en simulant sa mort dans un accident pendant la lune de miel aux Seychelles. Il y avait même une référence à un complice qui devait aider avec les faux documents, quelqu'un appelé seulement R. Anora entendit des pas dans le couloir et remit rapidement tout en place. Le cœur battant, elle retourna auprès de Sophie, finit de nettoyer la robe, mais son esprit bouillonnait. Il restait 1 heure avant la cérémonie. 200 invités étaient déjà arrivés, incluant des politiciens, des industriels, même un ministre. L'orchestre accordait ses instruments dans les jardins. Elle devait agir, mais comment? Elle ne pouvait pas simplement accuser sans preuve concrète. Anora prit son téléphone et photographia rapidement les documents pendant qu'Isabelle était encore absente. Puis elle appela son ex-beau-frère Robert, qui travaillait à la préfecture de police de Paris. Elle lui envoya les photos par WhatsApp avec un message urgent. Robert répondit en quelques minutes. Ses passeports étaient sur la liste des documents volés. Isabelle Marchais était recherchée pour escroquerie dans 3 pays européens.
Mais Robert était à Paris. Il faudrait au moins 2 heures pour arriver avec une équipe. La cérémonie allait commencer. Anora regarda Sophie qui jouait innocemment, ignorant que son père allait épouser une criminelle. Elle prit une décision. Elle descendit dans les jardins où les invités prenaient place. L'hôtel était décoré de milliers de roses blanches. L'allée centrale parsemée de pétales. Les violonistes jouaient du Vivaldi. Marc était déjà à sa place, élégant dans son smoking, souriant nerveusement. Son témoin, son frère Luc, ajustait sa cravate. Anora tenta de s'approcher de Marc, mais la sécurité l'arrêta. On lui avait dit que pendant la cérémonie, elle devait rester avec Sophie au fond. Elle vit Isabelle arriver, splendide dans sa robe de dentelle de Calais, le voile couvrant son visage, le bouquet de pivoine blanche entre les mains. Elle semblait la mariée parfaite. Le célébrant commença la cérémonie. Les mots rituels résonnaient dans le jardin, tandis qu'Anora sentait le temps filer. Quand ils arrivèrent aux vœux, Isabelle récita les siens d'une voix douce et émue. Certains invités s'essuyèrent les larmes. Le célébrant prononça la formule traditionnelle, demandant si quelqu'un s'opposait à cette union. C'était le moment. Anora se leva, tenant fermement la main de Sophie. Sa voix résonna claire et forte dans le jardin, « Je m'oppose. Arrêtez tout. Cet homme va épouser une escroc. » Le silence qui tomba sur les jardins était si dense qu'on entendait le bruissement des feuilles dans la brise. 200 têtes se tournèrent vers Anora comme une vague synchronisée. Isabelle pâlit sous son voile, ses mains serrant le bouquet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Marc se retourna, incrédule, le visage figé entre choc et confusion. La petite Sophie, effrayée par la tension soudaine, se serra contre la jupe d'Anora, cherchant du réconfort. Anora avait déjà commencé à marcher dans l'allée centrale, chaque pas résonnant sur le gravier. Elle tenait son téléphone en l'air, l'écran tourné vers les invités. Isabelle réagit la première, d'une voix tremblante mais encore contrôlée, disant qu'Anora était manifestement confuse. Peut-être avait-elle bu, certainement jalouse. Quelques invités murmurèrent leur accord. Après tout, qui était cette domestique pour ruiner un mariage si important? Mais Anora ne se laissa pas intimider. Arrivée devant l'hôtel, elle s'adressa directement à Marc, lui expliquant qu'elle avait trouvé des documents dans la suite d'Isabelle, des preuves qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle montra sur son téléphone la photo du passeport au nom de Sofia Rossi, clairement Isabelle, mais avec un nom différent. Puis le deuxième passeport, Elena Becker. La foule était en effervescence. Isabelle tenta de s'emparer du téléphone, mais Luc, le frère de Marc, l'arrêta. Quelque chose dans son regard la trahissait. Il se souvenait de certaines incohérences dans les histoires d'Isabelle qu'il avait ignorées. Anora continua, lisant à haute voix des parties de la lettre photographiée. Les mots sur la mort simulée programmée aux Seychelles firent crier plusieurs dames âgées. Un industriel important se leva et commença à appeler la police. Isabelle, voyant la situation lui échapper, tenta de fuir. Elle retira ses talons et courut vers la sortie du jardin, sa robe de mariée s'accrochant dans les rosiers. Mais 2 agents de sécurité, alertés par le tumulte, la bloquèrent. Dans le chaos qui suivit, une des demoiselles d'honneur, prise de panique, avoua tout. Elles n'étaient pas des amies d'enfance d'Isabelle. C'étaient des actrices payées pour jouer le rôle. Elles ignoraient le plan criminel, pensant simplement qu'Isabelle voulait impressionner son riche futur mari. Isabelle, acculée, changea de tactique. Elle se mit à pleurer, admettant avoir menti sur son passé, mais seulement parce qu'elle avait honte de ses vraies origines. Elle prétendait aimer vraiment Marc, que les faux passeports dataient d'une période sombre qu'elle avait voulu oublier. Marc sembla vaciller un instant. Après tout, il l'avait aimé pendant 18 mois. Mais Anora n'avait pas fini. Elle demanda à Isabelle d'expliquer la lettre sur la mort simulée, les comptes aux Caïmans, l'identité de R. Le silence d'Isabelle fut assourdissant. Elle n'avait pas de réponse. Le masque était complètement tombé. Les sirènes de police retentirent. Robert était arrivé plus tôt que prévu avec une équipe de la brigade financière. Quand ils entrèrent dans le jardin, Isabelle tenta un dernier mensonge désespéré, accusant Anora d'avoir tout falsifié. Mais Robert avait fait ses recherches pendant le trajet. Isabelle Marchais, de son vrai nom Svetlana Petrova, était recherchée pour escroquerie matrimoniale en Belgique, Suisse et Luxembourg.
Elle avait déjà épousé et dépouillé 2 hommes fortunés dont l'un s'était suicidé après avoir découvert qu'il avait tout perdu. Tandis qu'Isabelle était menottée, son regard croisa celui d'Anora. Pour un instant, le masque d'innocence disparut complètement, remplacé par de la haine pure. Mais il y avait aussi autre chose, du respect peut-être. La nounou avait battu l'escroc à son propre jeu. La salle de réception du château s'était transformée en poste de police improvisé. Les invités, encore en tenue de cérémonie, étaient interrogés, tandis que Marc s'effondrait dans un fauteuil. Sophie fut protégée par Anora dans une pièce séparée. Robert menait les interrogatoires avec précision. Un tableau inquiétant émergea rapidement. Isabelle, alias Svetlana Petrova, faisait partie d'un réseau international spécialisé dans les escroqueries sentimentales visant les veuves fortunées. La confession la plus choquante vint de Martine, une des fausses demoiselles d'honneur. Elle révéla que le mystérieux était Richard Ferrand, le directeur du château, corrompu avec 50 000 € pour fournir des informations sur la famille Dubois et faciliter le plan de la fausse mort aux Seychelles. La vraie bombe explosa quand la police des Seychelles arrêta Victoria, la sœur d'Isabelle, en réalité son amante et complice. Dans le resort de luxe, ils trouvèrent des documents pour de nouvelles identités, des billets pour le Brésil et l'accès à des comptes contenant 3 millions d'euros déjà soutirés à Marc ces derniers mois. Anora fournit d'autres détails cruciaux. Comment Isabelle avait obtenu des procurations sur des comptes professionnels? Comment s'était fait attribuer un appartement dans le 16e arrondissement? Comment avait-elle manipulé Sophie pour attendrir Marc? Monsieur Dubois, le patriarche de la famille, arriva de Lyon ce soir-là, remerciant Anora les larmes aux yeux pour avoir sauvé non seulement le patrimoine, mais peut-être la vie de son fils. Les médias explosèrent. L'arnaque du siècle au château, titra Le Figaro. Isabelle devint le visage de la manipulation. Sa photo d'identité judiciaire opposée à celle en robe de mariée devint virale. Une semaine plus tard arriva la dernière révélation. La police belge avait arrêté d'autres membres du réseau. Au moins 20 victimes en Europe, des millions perdus, 2 suicides. Isabelle était l'un des gros poissons d'un réseau criminel international. Lors de l'interrogatoire, Isabelle ne montra aucun remords. Elle dit avec mépris que les hommes riches étaient des proies faciles, aveuglés par leur ego. Marc avait été l'un des plus faciles, si désespéré de donner une mère à Sophie qu'il aurait cru n'importe quoi. Sa sociopathie était totale et irréversible. 3 mois après le mariage raté, le procès d'Isabelle commença au tribunal de Paris. La salle d'audience était bondée de journalistes et d'autres victimes. Isabelle apparut en tailleur gris, tentant de paraître respectable, mais le masque ne fonctionnait plus. Le témoignage d'Anora fut crucial. Elle raconta les signes qu'elle avait captés, la découverte des documents, l'interruption du mariage. L'avocat d'Isabelle tenta de la dépeindre comme une domestique jalouse, mais les faits étaient incontestables. Durant le procès, des détails glaçants émergèrent. Isabelle avait déjà commencé à verser des somnifères dans le café de Marc pour le rendre plus malléable. Le plan incluait la possibilité de l'éliminer vraiment si nécessaire, maquillé en double suicide. Victoria, témoignant contre Isabelle pour réduire sa peine, révéla qu'en Allemagne, Isabelle avait presque tué un autre mari avec du poison. Le verdict tomba en décembre, 20 ans de prison pour Isabelle pour tentative d'escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et tentative d'homicide. Victoria écopa de 15 ans, Richard de 5 ans avec sursis. Entre-temps, la famille Dubois se reconstruisait. Marc avait promu Anora gouvernante générale avec une augmentation substantielle. Mais plus que l'argent comptait le respect gagné. Il avait entrepris une thérapie pour traiter le traumatisme. Sophie montrait une résilience surprenante, disant qu'elle était heureuse qu'Isabelle soit partie, car maintenant papa souriait vraiment. Le Noël fut tranquille, mais significatif. En décorant le sapin, Sophie dit quelque chose qui toucha tout le monde. Anora était déjà sa vraie maman, même sans épouser papa. Marc regarda Anora à ce moment et la vit pour la première fois non comme une employée, mais comme la femme qui avait toujours protégé sa famille. La nouvelle année vit la création d'une fondation pour aider les victimes d'escroqueries sentimentales. Anora en devint vice-présidente, utilisant son expérience pour aider d'autres à reconnaître les signes de manipulation. Un entrepreneur allemand, presque tué par Isabelle des années auparavant, la remercia personnellement pour avoir enfin obtenu justice. Isabelle tenta depuis la prison de contacter Marc à plusieurs reprises, d'abord avec des menaces légales, puis demandant pardon, enfin offrant de restituer l'argent contre une réduction de peine.
Marc ne répondit jamais. Pour lui, elle était morte le jour du mariage manqué. Un an après le mariage raté, le château de Vaux-le-Vicomte avait été transformé en centre de récupération pour victimes de violences psychologiques géré par la Fondation du Bois-Moreau. Anora avait complété une formation en criminologie comportementale, devenant une experte recherchée en France pour les cas de manipulation affective. Sophie, maintenant âgée de 10 ans, montrait une maturité surprenante, mais restait une enfant protégée par l'amour de son père et d'Anora. Marc avait repris en main l'entreprise, implémentant des protocoles de sécurité dans les hôtels pour protéger les clients fortunés des escrocs. Lors d'un colloque sur la sécurité psychologique, Marc eut une révélation en regardant Anora parler avec compétence et passion. Il la voyait enfin non comme une employée, mais comme la femme qu'il admirait profondément. Ce soir-là, il confessa avoir compris ce qu'était le véritable amour, non la passion aveuglante pour Isabelle, mais la chaleur constante de celle qui vous protège dans les moments difficiles. Anora admit éprouver des sentiments pour lui, toujours réprimés par professionnalisme. Ils décidèrent d'avancer lentement, avec Sophie au centre des priorités. L'enfant, avec une sagesse précoce, commenta qu'elle était contente qu'il soit amoureux, mais pas trop. 6 mois plus tard, durant des vacances dans les Alpes, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce ne fut pas le baiser de conte de fées comme avec Isabelle, mais un baiser réel et profond, construit sur le respect mutuel. De la prison arrivaient des nouvelles d'Isabelle tentant de séduire gardiens et assistants sociaux, incapables de changer. Victoria, en revanche, collaborait avec les autorités, montrant du repentir. Dans une lettre à Anora, elle écrivit que son courage l'avait fait réfléchir sur comment elle était devenue un monstre. La fondation grandissait, recevant des appels de toute l'Europe. Anora développa un protocole d'identification précoce des escrocs sentimentaux adopté par plusieurs préfectures. Un cas particulier, ils sauvèrent une veuve vénitienne sur le point d'épouser un escroc montrant tous les signaux d'alarme. Le deuxième Noël après le mariage manqué apporta une nouvelle importante. Pas un mariage, cela pouvait attendre, mais une adoption. Anora adopterait légalement Sophie. Quand le juge demanda à l'enfant si elle voulait Anora comme mère légale, Sophie répondit « Je peux l'appeler maman au lieu d'Anora ?» La salle du tribunal éclata en applaudissements. 5 ans après le mariage interrompu, la salle de réception du château de Vaux-le-Vicomte était à nouveau pleine, mais cette fois pour célébrer le 5e anniversaire de la Fondation du Bois-Moreau pour la prévention des fraudes affectives, qui avait sauvé des centaines de personnes et récupéré des millions d'euros pour les victimes. Anora, maintenant directrice exécutive de la Fondation, présentait le rapport annuel. À ses côtés, Marc gérait les aspects financiers, ayant transformé une partie des hôtels familiaux en centres d'accueil pour victimes. Sophie, 14 ans, brillante et sûre d'elle, venait de gagner un prix scolaire pour une application aidant à identifier les profils frauduleux sur les réseaux sociaux. La famille avait trouvé son équilibre. Marc et Anora s'étaient mariés 3 ans auparavant lors d'une cérémonie intime dans les Alpes avec seulement les amis les plus proches. Pas de faste, pas de centaines d'invités, juste l'amour authentique célébré avec simplicité. Sophie avait été demoiselle d'honneur, fière de voir ses parents, car elle les considérait désormais tous les deux comme tels, s'unir officiellement. Pendant la conférence, un invité spécial fut annoncé. Robert, l'ex-beau-frère d'Anora devenu commissaire, qui présenta les données nationales. Grâce au travail de la Fondation, les cas d'escroquerie sentimentale en France avaient diminué de 40%. Le protocole Moreau était devenu un standard dans les enquêtes. La vraie surprise arriva avec une lettre de Victoria, l'ex-complice d'Isabelle, qui depuis la prison, sa peine réduite pour collaboration, remerciait la Fondation. Elle avait participé au programme de récupération psychologique, comprenant enfin les mécanismes toxiques qui l'avaient menée à cette vie. Elle étudiait la psychologie et espérait, une fois libre, pouvoir aider d'autres. Isabelle, en revanche, avait été transférée dans une prison de haute sécurité après une énième tentative de manipulation. Elle avait séduit et fait chanter le directeur de la première prison, tentant une évasion qui avait échoué au dernier moment. Sa peine avait été étendue à 30 ans. Elle restait incorrigible, un cas d'étude dans les manuels de psychopathologie. Lors du dîner de gala qui suivit la conférence, Anora remarqua un couple âgé qui semblait déplacé, vêtu modestement parmi toutes ses tenues élégantes. En s'approchant, elle découvrit qu'il s'agissait des parents d'une des premières victimes d'Isabelle, l'homme qui s'était suicidé en Allemagne. Ils étaient venus la remercier, lui dire que savoir Isabelle en prison leur avait apporté un peu de paix. Anora les fit asseoir à la table d'honneur,
les présentant à tous comme un exemple de pourquoi leur travail était important. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'escroquerie, mais de vies détruites, de familles brisées, de douleurs qui ne guériraient jamais complètement. Sophie, qui avait hérité de l'empathie d'Anora et de la détermination de Marc, se leva pour faire un discours non programmé. Elle parla de comment la tentative d'Isabelle avait paradoxalement renforcé sa famille. De comment elle avait appris que le véritable amour se montre dans les actions quotidiennes, pas dans les grandes déclarations. Elle remercia Anora pour lui avoir montré que le courage signifie parfois simplement dire la vérité quand tout le monde voudrait que vous vous taisiez. L'ovation debout qui suivit n'était pas seulement pour Sophie, mais pour tout ce qu'elle représentait. Une famille reconstruite des cendres de la trahison, une fondation née de la douleur, des vies sauvées grâce au courage d'une nounou qui avait osé élever la voix. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Marc conduisait. Anora et Sophie dormaient appuyées l'une contre l'autre sur les sièges arrière. En les regardant dans le rétroviseur, il réfléchit à quel point la vie pouvait être imprévisible. Le jour qui devait être le plus heureux de sa vie était devenu l'un des plus traumatisants. Pourtant, de ce traumatisme était né un bonheur plus profond, plus vrai. Le téléphone d'Anora sonna. C'était un nouveau cas. Une professeure de Lyon suspectait que son fiancé n'était pas celui qu'il prétendait être. Anora prit des notes tandis que Sophie, maintenant réveillée, commençait déjà à faire des recherches sur sa tablette. Marc sourit. C'était leur vie. Maintenant, sauver d'autres de l'abîme dans lequel ils avaient eux-mêmes failli tomber. La dernière scène les montre tous les trois dans le bureau de la maison tard dans la nuit, travaillant sur le cas de Lyon. Sophie trouve des incohérences dans les photos du prétendu fiancé. Anora analyse les schémas comportementaux. Marc traque les mouvements financiers suspects. Ils sont une équipe, une famille unie non par le sang ou les documents légaux, mais par quelque chose de plus fort, le choix quotidien de se protéger et de s'aimer mutuellement. Par la fenêtre, les jardins du château brillaient sous la pleine lune, les mêmes jardins qui avaient vu leur moment le plus sombre. Mais maintenant, ils représentaient autre chose, la résilience, la renaissance, la capacité humaine de transformer le poison en remède. L'histoire d'Anora, la nounou qui avait sauvé les Dubois, était devenue une légende dans les cercles de la haute société parisienne. Mais pour Anora elle-même, c'était simplement l'histoire d'une femme qui avait fait ce qui devait être fait quand cela devait être fait. Le véritable héroïsme, avait-elle appris, ne réside pas dans les grands gestes, mais dans la détermination quotidienne de protéger ce qu'on aime. Et tandis qu'il préparait le plan pour démasquer le nouvel escroc de Lyon, Anora réfléchit à comment sa vie avait mené d'une nounou invisible à une détective improvisée, d'une employée à une épouse et mère, d'un témoin silencieux à la voix du courage. Isabelle avait tenté de détruire une famille pour de l'argent. Au lieu de cela, elle avait involontairement créé quelque chose de bien plus précieux, une famille unie par l'adversité, une fondation qui sauvait des vies, et la preuve que parfois la personne la plus humble de la pièce peut être celle qui change tout. Le cercle s'était refermé. Le mariage frauduleux avait mené à un mariage authentique. La manipulation avait engendré la vérité. La tentative de destruction avait créé quelque chose d'indestructible. Et dans cette maison près du château, tandis qu'ils travaillaient ensemble pour sauver une autre victime, la famille du Bois-Moreau était la preuve vivante que le véritable amour ne peut être feint, acheté ou volé. Il ne peut qu'être construit jour après jour avec confiance, respect et le courage de protéger ceux qui comptent vraiment.